Bonsoir tout le monde, nous allons commencer. Donc, nous avons le plaisir d'entendre aujourd'hui Alain Cohn, qui est professeur émérite au Collège de France et à l'Institut des hautes études scientifiques. Il est membre de la section mathématiques de l'Académie des sciences. Il a reçu la médaille Fields en 1982, le prix Trafford en 2001 et la médaille d'or du CNRS en 2004. Alain a révolutionné entièrement la théorie des algèbres de von Neumann et résolu la plupart des problèmes posés dans ce domaine. Il s'est aussi illustré en géométrie non commutative et des espèces mathématiques de la redénomination. Il va nous parler aujourd'hui de mathématiques et imagination, un exposé qui s'annonce passionnant, notamment la théorie de l'ambiguïté de Galois ou bien la partie non déchiffrée de la pierre de Rosette. Donc, Alain. Merci. Donc, je vais vous parler de mathématiques et imagination. Et je vais commencer, on peut difficilement en parler sans expliquer si vous voulez, le début des nombres imaginaires en mathématiques. Alors, ça commence, disons, vers 1500, et Scipione d'Alfero était à Bologne et avait trouvé une formule pour résoudre les équations du troisième degré. Ensuite, ce qui s'est produit, c'est que, si vous voulez, il y a eu une période où Scipione d'Alfero n'avait pas divulgué sa formule, et un de ses disciples, qui était Antonio Maria del Fiore, avait provoqué Tartaglia. C'était pas un duel, mais c'était une joute mathématique. Donc, chacun des deux donnait à l'autre 30 équations du troisième degré. Et celui qui gagnait était celui qui en résolvait le plus. Et celui qui gagnait 30 banquets. Donc, vous voyez le degré de civilisation de cette époque. C'était en 1535. Et Tartaglia, une semaine avant le concours, a lui aussi trouvé une formule pour résoudre les équations du troisième degré. D'accord. Alors, vous verrez que, en fait, donc, c'est à travers toutes ces tribulations qu'en fait, les formules qui avaient été obtenues étaient des formules qui marchaient dans le cas où l'équation du troisième degré a une seule solution réelle. Donc, la solution réelle est bien définie. Il y a une formule. Et c'est une formule qui, dans ce cas-là, ne fait intervenir que des nombres réels. Donc, il n'y a pas de difficulté véritable. Alors, ce qui est extrêmement paradoxal, c'est que quand il y a 3 racines réelles, ça paraît totalement absurde, il y en a beaucoup plus que dans le cas où il y en a une. Quand il y a 3 racines réelles, à ce moment-là, la formule ne marche pas. Donc, ça paraît quelque chose de vraiment extrêmement mystérieux. Et ce qui s'est produit, donc, c'est que c'est à cette occasion-là que un disciple de Cardan a vraiment inventé les nombres complexes. Alors, il faut savoir qu'on parle des formules de Cardan, mais comme très souvent en mathématiques, le nom qui est donné à ces formules ne correspond absolument pas aux personnes qui les ont découvertes. Parce que les personnes qui les ont découvertes, dans le cas, c'est Scipione d'Alfero et Tartaglia. Et ce qui s'est produit, c'est que Cardan, qui était à Milan, avait invité Tartaglia. Il voulait lui tirer les vers du nez. Tartaglia ne voulait absolument pas divulguer sa formule. Mais après un certain temps, etc., il a fini par céder en demandant à Cardan de jurer que jamais il ne dévoilerait sa formule. Et il la lui a dévoilé, vous voyez le degré de civilisation, en lui donnant un poème qui était en fait très difficile à déchiffrer, mais qui contenait la formule en question. Alors, ce qui s'est passé après, c'est assez moche, c'est que Cardan a appris que Scipione d'Alfero avait aussi la formule, et du coup, il s'est dit qu'il était dédouané, qu'il pouvait divulguer la formule. Maintenant, on appelle ça formule de Cardan, ce qui est une rigolade. D'accord ? Alors, donc, en fait, Raphaël Bombelli
était un disciple de Cardan, et c'était un ingénieur. Et si vous voulez, en tant qu'ingénieur, il savait très bien ce que c'était que les nombres réels. En fait, pour lui, c'était seulement les nombres positifs qui comptaient. Et à un moment, il était mathématicien aussi, bien sûr. Et à un moment donné dans sa vie, si vous voulez, c'était un ingénieur qui s'occupait de drainer des marais. Et à un moment donné dans sa vie, il n'avait plus de travailleurs à sa disposition. Donc en fait, il a été reçu dans une villa qui s'appelait la Villa Orfina, et il est resté là 3 ans, et pendant 3 ans, il avait toute la liberté de penser. Il avait un frère aussi qui était mathématicien, toute la liberté de penser et d'écrire. Et c'est à ce moment-là qu'il a écrit son ouvrage, qu'il a appelé l'Algèbre, donc je vous montre l'image ici, et c'est à cette occasion-là qu'il a découvert vraiment les nombres complexes. Alors pour les mathématiciens, pour pas qu'ils s'ennuient trop, j'ai mis en haut 2 petites formules, vous voyez, avec racine cubique, racine de 108 plus 10. Et pour pas qu'ils s'ennuient, il faut qu'ils trouvent quels sont ces 2 nombres. D'accord. Alors, et puis je vous dis également une chose, il faut jamais retenir la formule pour la solution de l'équation de 3e degré. C'est pas ça qu'il faut retenir. On ne fait pas des maths en retenant une formule, jamais. On retient une idée. Et quelle est l'idée? Et à partir de cette idée, vous pouvez tout de suite trouver la formule. L'idée, c'est que U plus V au cube est égal à 3UV fois U plus V plus U3 plus V3. Ça suffit. Donc, en fait, ce qu'a fait Bombelli, il a écrit son ouvrage, et bien sûr, dans la 2e formule, vous voyez qu'il y a une racine carrée d'un nombre négatif. Alors ça, Cardan le manipulait, mais pas vraiment. Et on voit bien que si on essaie de manipuler naïvement les racines carrées de nombres négatifs, ça ne marche pas, parce que par exemple, vous pouvez réfléchir à ce que vaut racine de moins 2 fois racine de moins 8. Vous allez trouver 4, alors qu'en fait, c'est moins 4. Donc en fait, Bombelli a mis une vingtaine d'années à accepter une idée. C'est une idée un peu folle. Vous savez, je suppose que vous avez tous encore dans votre champ visuel toutes ces affiches qui disent plus ou moins de SUV. Hein, je suppose que vous les avez encore devant vous, d'accord? Eh bien, Bombelli a dit plus de moins. C'est incroyable. C'est-à-dire, Bombelli a inventé quelque chose qu'il a appelé più di meno. Et avec ce più di meno qu'il a inventé, il a réussi à complètement résoudre le cas de l'équation du 3e degré dans lequel ce qu'on dit le discriminant est positif, c'est-à-dire dans le cas où vous avez les racines carrées de nombres négatifs. Et pendant très longtemps, il a cru que ce qu'il faisait n'avait pas de sens. Et en fait, il dit, vous voyez, dans les 3 dernières lignes, il dit que ça paraîtra à beaucoup quelque chose d'entièrement sophistique, plus sophistique que réel. Et telle était son opinion pendant longtemps, jusqu'à ce qu'en fait, il trouve la clé. Et quelle a été la clé pour lui? Vous voyez, c'est pas si simple que ça, parce que même si vous avez les nombres complexes, après, il faut prendre des racines cubiques de nombres complexes. Et quand vous prenez des racines cubiques de nombres complexes, vous tombez directement sur le problème de la trisection de l'angle, dont on sait qu'il n'est pas résoluble à la règle et au compas. Et Bombelli est tombé directement là-dessus, et il n'a pu résoudre ce problème que quand il a lu des textes qui disaient que Platon avait réussi la duplication du cube de manière concrète en utilisant la géométrie plane. Et c'est à partir de là que Bombelli a compris ce qui se passait. Et il a écrit les règles de multiplication pour son nouveau symbole, on peut dire, mais dont il avait compris qu'il était fondamental. Et pour un mathématicien, bien sûr, le mathématicien reconnaîtra le nombre i, qui est tel que son carré vaut moins 1, mais Bombelli, lui, devait écrire la table de multiplication.
Et la table de multiplication, c'est plus multiplié par più di meno, ça fait bien sûr più di meno. Moins multiplié par più di meno, ça fait meno di meno. Plus multiplié par meno di meno, ça fait meno di meno, bien sûr. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que più di meno fois più di meno, ça fait meno. Donc vous voyez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire d'avoir réussi à donner ces règles à partir pratiquement, si vous voulez, de rien. Et à partir de ces règles, bien sûr, il a pu, presque de manière concrète, résoudre l'équation du troisième degré quand, justement, les racines sont 3 racines réelles et que, finalement, si vous voulez, on arrive à les donner, mais ce qui surgit dans la manière de les donner, c'est une ambiguïté. Parce que comme elles sont 3, on ne sait pas laquelle est laquelle. Donc on voit poindre là, si vous voulez, la théorie de Galois, qui est la théorie de l'ambiguïté vers laquelle on se dirige. Cette théorie de Galois, c'est un exercice en théorie de Galois de démontrer que dans le cas qu'on appelle le cas irréductible, le casus irreducibilis des géomètres italiens, il n'est pas possible de donner une formule pour les racines qui n'invoquent que des racines, des radicaux réels. Ça, c'est formidable, parce que ça veut dire qu'il était strictement impossible à ces géomètres de résoudre l'équation sans inventer les nombres complexes. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est formidable. C'est un exercice à faire. Si vous connaissez la théorie de Galois, je vous le recommande. Ce n'est pas un exercice tout à fait évident, mais ça se fait. Donc on va passer à Galois. On va passer à Galois. Et je veux dire, on peut dire sur Galois, j'ai fait un exposé à l'Académie lors du 200e anniversaire de sa naissance, il y a quelques années. Et bon, j'avais beaucoup insisté sur le fait que, contrairement à ce que les gens racontent, Augustin Cauchy avait défendu Galois. Et en fait, Augustin Cauchy avait parlé 2 fois à l'Académie en juin 1829, alors que Galois avait 17 ans, ce qui est absolument incroyable. Et bon, ensuite, vous connaissez l'histoire, mais du vivant de Galois, un seul de ses articles, pratiquement, bon, il y avait 2 articles qui étaient moins intéressants, mais un article de lui a été publié en 1830 dans le bulletin de Ferussac. Et ce qui est extraordinaire, je vais vous expliquer, ce qui est extraordinaire dans cet article, c'est que Galois va infiniment plus loin que les nombres complexes. Ce que fait Galois, c'est il prend, il faut dire, je vous parle des nombres complexes, le nom de nombres complexes est dû à Gauss, et en fait c'est Descartes qui les a appelés nombres imaginaires, mais maintenant on les appelle tous nombres complexes. Et ce que fait Galois, c'est la chose suivante. Gauss avait bien vu, bien sûr, que lorsqu'on regarde des équations diophantiennes, etc., on a tout intérêt à les regarder modulo un nombre premier. Alors, quand on les regarde modulo un nombre premier, en langage moderne, on obtient ce qu'on appelle un corps. Et ce que fait Galois, c'est extraordinaire, c'est qu'il essaye de résoudre des équations dans ce corps. Donc, il écrit qu'il prend un polynôme, un coefficient dans ce corps, il essaye de le résoudre, et il suppose qu'il est irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le factoriser. C'est exactement la formule qu'il écrit. Et ce qu'il fait, c'est qu'il crée des imaginaires. Vous voyez, la dernière phrase, c'est la classification de ces imaginaires et leur réduction au plus petit nombre possible qui va nous occuper. Donc ce que fait Galois, c'est qu'il rajoute ces imaginaires, en fait, comme par exemple dans le cas le plus simple, c'est le cas on part du corps des entiers pairs ou impairs, c'est-à-dire ce qu'on appelle les entiers modulo 2. On peut les multiplier, on peut les additionner, tout ça c'est très simple. Et il y a une extension, la première fois qu'elle a été obtenue, c'est par Galois, qui est le corps à 4 éléments. Et Galois le définit simplement en regardant l'équation qui est x puissance 4 égale x. Bon, il démontre que tout marche bien, etc.
Alors on pourrait dire, bon, Galois a inventé des imaginaires, quel était le problème qu'il cherchait à résoudre en faisant cela? Et ce qui est absolument phénoménal, c'est que quand on lit vraiment l'article de Galois, il y a un théorème que Galois énonce et qui est le suivant, qui est que quand on prend une équation qu'il appelle primitive, dont le degré est une puissance d'un nombre premier, par exemple 4, eh bien pour que l'équation en question soit résoluble par radicaux, il faut et il suffit que l'on puisse indexer ces racines par les éléments du corps que Galois avait créé, c'est-à-dire par les imaginaires de Galois, de telle sorte que le groupe de Galois, qui est le groupe d'ambiguïté qui vous empêche de distinguer une racine de l'autre, soit contenu dans le produit semi-direct du groupe affine du corps par le Frobenius. Ça veut dire que Galois connaissait le Frobenius, il connaissait toutes ces choses-là, et si vous voulez comprendre ce théorème, il faut que vous regardiez le cas le plus simple, qui est le cas de l'équation du 4e degré. Si vous regardez l'équation du 4e degré, vous allez vous apercevoir, comme on sait qu'elle est résolue, bien sûr, c'était Ferrari qui avait donné les formules, eh bien vous vous apercevrez que pour la résoudre, il faut indexer les racines par le corps des imaginaires de Galois F4, et à ce moment-là, vous verrez que le groupe de toutes les permutations, c'est simplement justement le produit semi-direct du groupe affine par le Frobenius. Alors, une autre chose qui montre, si vous voulez, quelle était la philosophie de Galois et à quel point cette philosophie est orthogonale à la machine. La philosophie de Galois, il s'était aperçu, et je vous l'avais montré quand j'avais parlé à l'Académie il y a une dizaine d'années, les calculs qu'il proposait de faire étaient infaisables, strictement infaisables. Ils étaient infaisables parce que j'avais montré le premier coefficient d'un polynôme qu'il fallait calculer pour suivre Galois, et j'avais demandé aux académiciens de me donner en gros la taille du numérateur et du dénominateur. Le numérateur et le dénominateur avaient 500 chiffres chacun. Et pourtant, c'était un calcul le plus simple possible. Donc Galois, bien sûr, ne pouvait pas faire ces calculs. La machine peut le faire maintenant, très facilement, bien sûr. Mais que disait Galois? Il disait, sautons à pieds joints sur les calculs. Et grâce à son imagination, à son cerveau, il était capable d'entrevoir ce à quoi allaient ressembler les résultats et de travailler sur eux, comme s'ils étaient devant lui. Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'il y a là, dans l'œuvre de Galois, il y a d'ailleurs quelque chose d'assez amusant, enfin amusant d'une certaine manière, c'est que les anglo-saxons donnent le nom de Galois au corps qu'il a trouvé, ils les appellent les corps de Galois et ils les dénotent en anglais GF, c'est Galois Field. En France, on hésite pour la raison évidente que c'est presque, c'est gênant de parler du corps de Galois. Donc en fait, en France, c'est très souvent, on les dénote grand F indice Q, où Q est une puissance d'un nombre premier. Et alors, pour les mathématiciens, je dirais la chose suivante, qui est assez souvent peu connue, c'est que en fait, on est encore, sauf dans le cas où Q est une puissance de 2, on est encore au stade de Galois, c'est-à-dire qu'on définit les corps FQ en résolvant des équations polynomiales, mais on a le choix entre ces équations et c'est pas canonique. Ça n'est canonique que pour les puissances de 2. Et ça a été fait par un mathématicien qui s'appelle John Conway et qui a construit explicitement la clôture algébrique de F2 en utilisant l'ordinal oméga puissance oméga puissance oméga. Donc voilà pour Galois. Alors, un peu plus tard que Galois, il y a une autre découverte absolument incroyable qui a été faite, et toutes ces découvertes sont toujours faites ayant en tête un problème extrêmement difficile que les gens veulent résoudre.
l'imagination en mathématiques n'a de sens que si elle est motivée par un problème simple à poser, mais extrêmement difficile à résoudre. Et dans le cas de Kumer, c'était le problème de Fermat, bien sûr. Et si vous voulez, je n'ai pas besoin d'écrire la formule. Vous imaginez facilement que quand on écrit xn plus yn égale z puissance n, si vous pouvez factoriser xn plus yn, et comme vous avez de l'autre côté z puissance n, ben vous allez pouvoir comparer les facteurs premiers. Or, c'est facile de factoriser x puissance n plus y puissance n en utilisant des racines de l'unité. Donc, c'est ce que faisait Kumer. Ça avait l'air de marcher, etc. Sauf que, malheureusement, on n'avait pas l'unique décomposition en facteur premier. Et l'exemple le plus simple, c'est l'exemple qui est écrit en bas, c'est-à-dire le nombre 6, qui s'écrit 2 fois 3, mais quand on travaille dans le corps qui contient racine de moins 5, c'est-à-dire i racine de 5, eh bien on peut aussi l'écrire, on peut aussi le factoriser d'une autre manière. Alors, ce qui est formidable, c'est que Kumer avait en tête la chimie. Et donc, il savait qu'en chimie, il y a des corps purs et que c'est très très important de décomposer un corps chimique en corps pur. Et à son époque, on était incapable d'isoler le fluor. Donc le fluor était, d'une certaine manière, un corps un peu idéal qu'on n'arrivait pas à isoler. Donc il a pris cette inspiration-là, et à partir de cette inspiration-là, il a inventé ce qu'il appelle les nombres idéaux. Alors ça paraît incroyable, mais avec des nombres idéaux, il arrive à retrouver l'unique factorisation de 6 en utilisant des nombres qu'on peut appeler J, U et V. Le nombre 2, c'est J carré, le nombre 3, c'est UV, le nombre 1 plus I racine de 5, c'est JU, et le nombre 1 moins I racine de 5, c'est JV. Donc, si vous voulez, là, il y a un pas qui est franchi, mais c'est un pas qui est franchi en utilisant une analogie, qui est l'analogie avec la chimie. Bien sûr, maintenant, on sait isoler le fluor, c'est très difficile, mais cette idée de Kumer, par analogie, a en fait donné naissance à un concept capital en algèbre, qui est le concept non pas de nombre idéal, mais comme on dit d'idéal. Et ça, c'est dû à Dedekind. C'est arrivé des années après, c'est arrivé du côté de 1870, alors que Kumer, c'était du côté de 1848 ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, là, on voit, si vous voulez, alors bien sûr, il a résolu le problème de Fermat dans pas mal de cas, hein, bien sûr, ça a été... donc, bon, mais on voit bien, là, finalement, que Kumer avait en tête une analogie, et quand il y a une analogie, bon, les choses, d'une certaine manière, sont plus faciles, en ce sens que une analogie, bien sûr, elle n'est jamais fidèle, c'est-à-dire qu'on n'a jamais une correspondance exacte. Vous n'avez pas de correspondance entre la chimie et les nombres algébriques. Mais quand on arrive à traduire une partie du texte d'un côté ou de l'autre, on avance. Alors en fait, tout ça, ça a été extrêmement bien décrit par André Weil dans une lettre à sa sœur, et aussi dans un article qu'il a écrit en 1960 et qui traite, si vous voulez, de la métaphysique et des mathématiques. Alors, donc, André Weil, lui, a fait la comparaison avec la pierre de Rosette et, comment dire, derrière les symboles qui sont écrits au-dessus de la pierre de Rosette. Vous savez que la pierre de Rosette, elle contient 3 textes. Il y a un texte en bas qui est un texte en grec ancien, mais très compréhensible. Il y a un texte au milieu qui est en démotique, qui est relativement compréhensible. Et il y a un texte en haut qui est en hiéroglyphe. Alors, dans les symboles qui sont écrits au-dessus de ces textes, la personne qui est derrière, c'est un mathématicien extrêmement important, qui est Bernard Riemann. Et lui a complètement compris le texte grec. Il a développé ce qu'on appelle maintenant la théorie des surfaces de Riemann ou la théorie des courbes sur les corps des complexes. Et c'est aussi lui qui a créé le symbole zeta que vous voyez en haut,
au sens où, bon, il avait déjà été défini par Euler, mais c'est lui qui a énoncé, si vous voulez, un problème très difficile. Et ce problème très difficile a été, pour André Weil en particulier, une motivation fondamentale. Alors, il faut bien savoir que les mathématiciens ont une technique devant un problème très très difficile. Et je pense que c'est une technique que vous devriez tous connaître et avoir dans votre poche. La technique est la suivante. Quand on est confronté à un problème extrêmement difficile, la première chose à faire, ça paraît idiot, et c'est de généraliser ce problème. Ça paraît incroyable, parce qu'au lieu d'un problème, maintenant vous en avez des myriades. Mais quand vous avez correctement généralisé le problème, vous pouvez ensuite le spécialiser. Et quand vous le spécialisez, vous allez pouvoir le spécialiser à un cas beaucoup plus simple qui va vous permettre de comprendre ce cas très simple et de pouvoir progresser. Et ensuite, vous pourrez progresser, et si vous avez formulé le problème de telle sorte que les divers cas se correspondent, vous allez pouvoir enfin procéder par analogie. Alors, ce que dit André Weil, donc, c'est que le mathématicien qui étudie ces problèmes a l'impression de déchiffrer une inscription trilingue. Je pense qu'il n'avait jamais vu la pierre de Rosette, parce qu'il dit dans la première colonne se trouve la théorie riemannienne des fonctions algébriques au sens classique. Donc ça correspond à la partie du bas de la pierre de Rosette. La troisième colonne, c'est-à-dire en fait celle qui est en haut dans la pierre de Rosette, c'est la théorie arithmétique des nombres algébriques. Et la colonne du milieu est celle dont la découverte est la plus récente. Elle contient la théorie des fonctions algébriques sur un corps de Galois. Donc lui, il utilise un corps de Galois. Et effectivement, ce qu'a fait André Weil, donc, c'est de résoudre l'analogue, si vous voulez, de cette hypothèse de Riemann dans le cas des corps de fonctions. Alors, donc voilà où on en est. Alors maintenant, on va passer à Grothendieck et au schéma. Ce qui s'est produit, si vous voulez, c'est que cette idée des idéaux dans les anneaux commutatifs, elle a permis de franchir, dans les mains de Grothendieck, un pas absolument essentiel, mais qui, si on ne comprend pas la signification, peut paraître, comme les mathématiciens disent, trivial. C'est vrai qu'on peut transformer la théorie des anneaux commutatifs en la dualisant et en parlant d'un schéma affine. Mais lorsqu'on dit ça, on n'a rien fait. On n'a rien fait, pourquoi? Parce que les deux théories sont les mêmes, sauf que les flèches vont dans l'autre sens pour l'une et dans l'autre. Alors évidemment, la chose importante, c'est qu'on peut recoller ces schémas affines, mais surtout, ce qui est fondamental, et en fait l'idée est due à Pierre Cartier, c'est que les points d'un schéma affine correspondent aux idéaux premiers. Donc cette notion, ce concept qui est dû à Dedekind, qui vient de Kummer, en fait, nous donne l'idée des points, nous permet de relier quelque chose de géométrique, c'est-à-dire les points d'un espace, avec quelque chose qui est entièrement algébrique, c'est-à-dire un anneau commutatif. Bon. Alors, quel est l'intérêt pour ce qui nous intéresse? Eh bien, l'intérêt, c'est que, voilà, maintenant, grâce à cette notion de schéma, les trois langues dont on a parlé tout à l'heure sont des schémas réguliers. Les objets de ces trois langues, c'est-à-dire ce qu'on étudie dans les trois langues, l'anneau des entiers, une courbe sur un corps fini, un corps de Galois, ou une courbe sur le corps des complexes, dans les trois cas, ce sont des schémas réguliers de dimension 1. Donc on a une unification déjà. C'est un petit peu comme, si vous voulez, si en regardant la pierre de Rosette, les gens avaient dit, voilà 3 langues anciennes. On n'a pas tellement plus avancé que ça, d'accord? Mais en tout cas, on a pu les nommer de la même manière. On a pu dire dans les 3 cas, ce sont des schémas réguliers de dimension 1. Alors, Grothendieck a été beaucoup plus loin que ça, et Grothendieck, grâce à ça, si vous voulez, en fait, grâce à l'idée de Grothendieck de la cohomologie étale, qui en fait est venue d'un exposé que faisait Serre au séminaire Chevalet, et dans lequel Grothendieck a compris
que l'idée de Serre, qui était l'idée d'avoir des ouverts qui sont au-dessus de l'espace et pas dans l'espace, lui permettait de définir la cohomologie qu'il cherchait. Alors, en fait, donc, ce qu'a fait Grothendieck, il a étendu la théorie de Galois. Il faut comprendre que l'innovation extraordinaire de Grothendieck, ça a été de... D'ailleurs, je veux dire, dans les écrits de Grothendieck, on voit bien à quel point il est comment dire, un admirateur fasciné de Galois. Et ce qu'a fait Grothendieck, c'est qu'il a compris comment géométriser la théorie de Galois, mais de manière suffisante pour qu'elle s'étende au schéma. Et parmi ces schémas, bien entendu, il y a la colonne du haut, qui est le schéma qu'on appelle, en jargon, spec Z. Alors, quand on calcule les choses en utilisant justement les idées de Grothendieck sur les revêtements étals, etc., eh bien, on s'aperçoit d'une analogie. Alors, cette analogie, elle est née en gros en 1963, il y a très très longtemps. Et elle a été, en fait, je crois que c'est David Mumford qui a eu le premier l'idée, et ensuite Barry Meiser l'a beaucoup développé. Et d'ailleurs, ici, un des académiciens, Jean-Loup Valspurger, a beaucoup travaillé là-dessus. Mais c'est une analogie. Donc c'est une analogie, alors ça paraît incroyable, hein. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir une analogie entre les nœuds? Donc je pense que vous imaginez ce que c'est qu'un nœud, c'est au sens bête, hein, je veux dire. Alors au sens mathématique, ça veut dire qu'on a plongé le cercle dans la sphère S3, donc entre les nœuds et les nombres premiers. Alors, c'est une analogie qui paraît extrêmement bizarre. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'à chaque nœud, vous allez associer un nombre premier, et réciproquement, ce serait ridicule. Mais c'est une analogie, et bon, comme André Weil en parle, il parle, si vous voulez, de subtiles caresses de l'un à l'autre, etc., et du fait qu'il n'y a jamais une correspondance exacte. Et dans cette analogie, donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut relier, par exemple, le fait que la sphère S3 soit simplement connexe avec le fait qu'il n'y a pas d'extension non ramifiée de Z, enfin, etc., du corps des rationnels, etc., etc. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais je vais lentement venir maintenant à des considérations auxquelles j'ai contribué et qui sont directement reliées à ça. Et la contribution est extrêmement récente. Donc, en fait, ce qu'on va voir, c'est que, exactement comme Grothendieck a étendu la théorie de Galois pour les schémas, eh bien, la théorie du corps de classe, qui est une théorie tout à fait classique, très très importante, qui permet justement de calculer ce qu'on appelle l'extension abélienne maximale dans le cas des corps, se prolonge au schéma relié au corps des rationnels. Alors ça, c'est un travail donc en collaboration avec Caterina Consani. Et ce qu'il faut retenir, c'est l'évolution des mots. Vous voyez, je parle de l'espace des classes d'Adel. Alors, tout à l'heure, on a parlé des idéaux. Eh bien, Claude Chevalet a compris qu'il y avait un moyen de comprendre ce qu'on appelle les classes d'idéaux avec ce qu'on appelle le groupe des classes d'idèles, qui sont construites à partir des complétés du corps et de quelque chose qui est très très concret. Et à partir de là, je crois que c'est André Weil qui a donné le nom d'Adèle à quelque chose qui n'est plus un groupe, mais qui a une propriété merveilleuse de compatibilité avec l'analyse et qui contient les nombres rationnels. Et les Adèles, si vous voulez, la propriété qu'elles ont, c'est de dire bonjour à l'analyse, parce qu'elles forment un anneau localement compact, mais qui est intimement relié au corps des rationnels par le fait que les rationnels sont dedans et ils forment un groupe discret et compact. Bon. Alors, en fait, en 96, j'avais introduit un espace qui est l'espace des classes d'Adèle, parce que classiquement, ce qu'on prend, c'est le groupe des classes d'Idèle. Alors, l'espace des classes d'Adèle, donc c'est la variante additive de ça, et ce dont je vais vous parler, c'est le fait que, grâce à cet espace, on va comprendre beaucoup mieux le lien entre les nœuds et les nombres premiers, et on va en fait étendre la théorie du corps de classe pour les schémas. Donc en fait, l'espace des classes d'Adèle, que donc j'avais introduit en 96, si vous voulez,
il donne déjà, c'est connu depuis longtemps, la réalisation spectrale des zéros de zeta, comme une cohomologie H1. Il donne les formules explicites Weil, Riemann et Weil comme formule de trace. Il donne la formule de AC-Weil pour zeta. Je m'excuse de ce langage technique, mais je vais expliquer. Et surtout, en fait, il donne, si vous voulez, l'action du groupe qui permet de comprendre la formule de AC-Weil comme un groupe de Galois. Mais c'est un groupe de Galois, comme on le verra, qui est relié à ce qu'on appelle la géométrie tropicale, c'est-à-dire qui est relié à ce qu'on appelle R plus max. Et en fait, cet espace, l'espace X indice Q, si vous voulez, il est incroyablement simple à décrire, à nommer. Pourquoi? Parce que c'est simplement l'espace des sous-groupes de rang 1 de la droite. Vous prenez la droite réelle. Quand je parle de sous-groupe de rang 1, j'entends par là que c'est un sous-groupe tel que si je prends deux éléments de ce sous-groupe, ils sont commensurables. C'est-à-dire un multiple entier de l'un est égal à un multiple entier de l'autre. Alors, ça vous paraît un espace très simple. Quand on est un peu naïf, on a l'impression que cet espace est très simple. Mais en fait, c'est un espace qui a exactement les mêmes propriétés que l'espace des feuilles d'un feuilletage. Très, très, très difficile à comprendre. Et c'est ce qu'on appelle un espace non commutatif. Et la géométrie non commutative est faite pour comprendre les espaces de cette nature. Exactement. Alors, une découverte qu'on avait faite en 2014 avec Katia Consani, on s'était aperçu qu'en fait, cet espace, c'est-à-dire, si vous voulez, l'espace des sous-groupes de rang 1 de R, c'est en fait exactement un espace de point d'un topos de Grothendieck. Et le topos de Grothendieck en question a une définition, cette fois, remarquablement simple, parce que c'est le produit de la droite, la semi-droite réelle, 0 à l'infini, par l'action des entiers par multiplication. Et ça, c'est quelque chose qu'on a appelé le site des fréquences et qui est presque, si vous voulez, intégralement relié à la musique, parce que vous savez que la musique, vous avez des fréquences et que l'oreille est sensible à la multiplication des fréquences par 2 ou par 3. Et le site des fréquences, comment dire, il mathématise cette chose-là sous la forme d'un topos de Grothendieck. Et quand on regarde les points de ce topos, on obtient exactement l'espace, le même espace que celui qui est décrit ici, qui est l'espace. Alors, ce dont on s'est aperçu il y a environ un mois avec Katia Consani, c'est qu'en fait, si on regarde la projection de l'espace des classes d'Adel, donc que j'appelle XQAB, sur ce topos de Grothendieck, eh bien, on obtient ce qu'il faut exactement pour pouvoir faire la théorie du corps de classe pour les schémas. Et donc, voilà ce qui se produit. Ce qui se produit, c'est que si d'abord, il y a, pour chaque nombre premier, il y a une orbite périodique. C'est-à-dire, il y a vraiment un cercle dans l'espace XQ. Et quel est ce cercle? Si je vous donne un nombre premier P, eh bien, il y a un anneau qui le correspond, c'est l'anneau Z de 1 sur P. Ça correspond en fait au niveau complémentaire du nombre premier P. Donc, on regarde maintenant les sous-groupes de rang 1 dans R qui sont isomorphes au groupe additif de cet anneau. Et on s'aperçoit qu'ils forment un cercle. Et que ce cercle a pour longueur le logarithme de P. Donc, pour chaque nombre premier, on a un cercle de longueur logarithme de P. Et maintenant, quand on cherche à relever ce cercle dans l'espace des classes d'Adel, on s'aperçoit qu'on ne peut pas le relever, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle une monodromie. Et cette monodromie, c'est exactement ce que donne l'action du Frobenius en P dans le groupe fondamental étal abélianisé du spectre de l'anneau local. Alors ça, ce sont des mots. Mais pour bien comprendre l'analogie avec les nœuds, donc on savait que c'était ça qu'il fallait obtenir en termes de groupe fondamental étal. Mais au niveau des nœuds, c'est relativement facile à comprendre, parce que si vous prenez deux nœuds, voilà, et qui sont enlacés, il y a ce qu'on appelle un entrelacement entre les deux, eh bien, pour calculer cet entrelacement, ce que vous faites, c'est vous prenez le premier nœud et vous essayez de le relever dans le revêtement abélien du complémentaire du deuxième nœud. Donc ça correspond exactement à ce qui se passe ici, dans l'espace des classes d'Adel. Et ça veut dire, si vous voulez, que maintenant, en fait, grâce à ça,
on a compris, enfin, en tout cas de mon côté, j'ai compris ce que j'avais trouvé en fait en 96. Et ce que j'avais trouvé en 96, ça n'était rien d'autre que l'extension de la théorie du corps de classe qui avant était purement limitée à Galois. L'extension du corps de classe au schéma. Et bien sûr, à ce moment-là, si vous voulez, ça donne une lumière totalement différente sur ce qui avait été trouvé avant. Et c'est comme ça que les mathématiques progressent. C'est-à-dire qu'au bout d'années et d'années et d'années, on s'aperçoit en fait qu'il y a un éclairage complètement nouveau qui apparaît parce qu'on s'est posé une question un peu insolite, qui était cette question de la relation avec les nœuds, entre les nœuds et les nombres premiers. Et il y a un autre élément, celle que je dis pour les mathématiciens, c'est qu'il y avait quelque chose qui m'avait toujours dérangé, qui était le fait que les idèles sont denses dans les adèles. Or, là, on a compris que cette densité, c'est exactement la densité de ce que Grothendieck appelle le point générique de spectre Z dans tout le spectre. Voilà, donc, alors, j'en viens maintenant à un point sur lequel je veux arriver, et auquel j'arrive, et c'est pour vous dire que c'est loin d'être fini. Et c'est loin d'être fini parce que ici, je cite Jacques Tits dans un article de 1956, dans lequel Jacques Tits parle, n'ayez pas peur, du corps à un élément. Donc ce que dit Jacques Tits, si vous voulez, pour un mathématicien, c'est une hérésie terrible. C'est-à-dire, il dit le corps dans lequel 0 est égal à 1. Alors, on ne voit pas trop qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça, d'abord. Mais bon, lui, sa motivation, c'était le fameux article de Chevalet sur les groupes algébriques. Et il essayait de comprendre que quand on regarde les grandes séries de groupes finis, on a bien sûr toutes les séries avec des groupes simples qui proviennent des groupes sur les corps finis, et on a aussi tous les groupes alternés, sauf le groupe A4 qui n'est pas un groupe simple. Donc toute cette série de groupes alternés, ça cadre nulle part, sauf si on admet qu'il y a un corps à un élément. Oh là là. Donc là, les mathématiciens poussent de hauts cris, sauf que quelques années plus tard, Yuri Manin et puis Christophe Soulet ont repris la question, et l'idée de Manin était la suivante. Il disait que finalement, il faut penser aux nombres, aux entiers, comme des polynômes sur un corps fini. Mais bien sûr, c'est pas vrai. Et ce qu'il dit, c'est que si c'est le cas, à ce moment-là, on devrait faire des produits de spec Z, etc. Alors, en suivant cette idée, Christophe Soulet a défini une fonction de zeta qui est associée à un polynôme. Et c'est à partir de la fonction de zeta de Soulet qu'on a pu démontrer avec Katia Consani que la formule de Hasevel s'étend à la fonction de zeta de Riemann. Mais c'est plus du tout une fonction polynôme, c'est une distribution au sens de Schwartz, et elle est très très difficile. Et là, on revient à ce que disait André Weil. Il dit « Les mathématiciens du XVIe siècle avaient coutume de parler de la métaphysique du calcul infinitésimal, de la métaphysique de la théorie des équations. Ils entendaient par là un ensemble d'analogies vagues, difficilement saisissables et difficilement formulables, qui néanmoins leur semblaient jouer un rôle important à un moment donné dans la recherche de la découverte mathématique. » Alors on pourrait dire, oui, tout ça, c'était des temps anciens, dans lesquels les mathématiciens n'avaient pas les outils pour arriver à donner un sens à une idée. Eh bien, les choses sont, heureusement, ce n'est pas le cas. Et si vous voulez, ce qui se produit, c'est que on n'a pas le droit, en mathématiques, d'inventer des choses comme ça, sans démontrer de théorème. Tant que vous n'avez pas de théorème, personne ne vous dira que vous avez la bonne notion. Alors, on a trouvé, avec Katia Consani, comment il fallait utiliser le corps à un élément. On a trouvé ce truc-là. Et on en a déduit une formule de Riemann-Roch pour l'anneau des entiers. C'est une formule qui est parfaitement analogue à la formule de Riemann-Roch dans les trois colonnes. Dans les trois, ce ne sont pas des colonnes, bien sûr, dans les trois parties de la pierre de Rosette. Et en fait, cette formule, ce qui s'est produit, c'est assez amusant, c'est qu'au départ, on n'avait pas vraiment la bonne notion et on n'obtenait pas que le genre était égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on utilisait le fait que tout entier s'écrit de manière unique comme un polynôme dans le nombre 3 à coefficient plus ou moins 1 ou 0. Ça, c'est vrai. Ça avait été utilisé par les Russes après
la Deuxième Guerre mondiale pour essayer de fabriquer des ordinateurs dans lesquels l'opération de soustraction était immédiate. Et en fait, on a mis beaucoup de temps avec Katia, mais on a une note compte rendu qui va paraître. Et en fait, ce qui est vraiment incroyable, c'est que l'anneau Z, c'est un anneau de polynôme sur ce corps à un élément, et le générateur, c'est le nombre -2. Tout nombre entier s'écrit de manière unique, comme un polynôme à coefficient 0 et 1, dans le nombre -2. Et en fait, la théorie, elle est basée sur quelque chose d'extrêmement sophistiqué, qui est la théorie de l'homotopie. Et le corps à un élément correspond à ce qu'on appelle le spectre transfert, qui est, si vous voulez, et j'avais, il y a très très longtemps, je finis là-dessus, j'avais il y a très très longtemps écouté une conférence à Oberwolfach, dans laquelle Tom Goodwillie disait qu'il expliquait que les entiers étaient une algèbre sur quelque chose de beaucoup plus basique, qui est justement le spectre transfert. Alors en fait, le spectre transfert, ça ne marcherait jamais, il faut avoir quelque chose de beaucoup plus simple, et en appliquant la technique qui a pour origine Chevalet, en fait, quand Chevalet définit un groupe algébrique, il dit que c'est un foncteur des anneaux commutatifs vers les groupes. En appliquant cette technique, la technique, si vous voulez, fonctorielle, on a trouvé, on espère, la bonne définition, mais comme toujours, il faut qu'elle passe 36 000 tests avant d'avoir le droit d'exister dans le domaine des mathématiques. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup pour cette passionnante exposé. Est-ce qu'il y aura des questions? N'hésitez pas, hein, je veux dire. Je sais que Jean-Pierre, Jean-Pierre a des... Jean-Pierre, non, merci d'abord. Je dois dire qu'en tant que neurobiologiste, je n'ai pas vraiment pu suivre l'exposé du début jusqu'à la fin, je le regrette beaucoup, et il y a un vocabulaire que je ne comprenais pas. Ceci dit, j'ai essayé de comprendre le raisonnement que tu as présenté, et juste un point qui m'a un peu surpris, c'est l'importance de l'analogie. Ah oui, que tu reprends à plusieurs reprises, tout au à moins fait. 3 ou 4 fois. Oui. En neurobiologie ou en biologie en général, l'analogie est loin de la causalité qui peut exister entre l'objet et sa fonction, comme par exemple l'aile de la chauve-souris ou celle du pinson. Bien sûr. Elles ont la même fonction, mais elles sont construites de manière totalement différente. Alors, non, mais analogie ne signifie pas du tout identité. Est-ce qu'on a le droit de parler d'analogie en mathématiques? Et certainement qu'on a le droit, puisque tu le fais, oui. Mais je veux savoir si ça avait des implications plus larges. Non, voilà. Disons que là, on n'a aucun droit. Pourquoi? Parce que, si tu veux, la mathématique est une réalité qui est une résistance phénoménale. Donc, si tu veux, le seul droit qu'on a, c'est de trouver un théorème, de faire des erreurs, de réparer les erreurs, de le tester sur l'ordinateur, etc. C'est ça le seul droit qu'on a. L'analogie est un guide. C'est-à-dire que lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a des correspondances entre deux théories différentes, et on n'a jamais l'idée qu'elles sont identiques. On n'a jamais l'idée, si tu veux, qu'un nœud va correspondre à un premier. Non. Mais il y a des correspondances comme ça, et ces correspondances permettent de mettre la pensée en mouvement en essayant de traduire, en espérant toujours qu'il y a une traduction possible d'un domaine à l'autre. Et ça, effectivement, c'est extrêmement fructueux, mais c'est dangereux, bien entendu. C'est-à-dire que si on concluait de l'analogie l'identité entre les deux domaines, ce serait une erreur terrible, bien sûr. Et je pense que c'est pareil en biologie. Oui. Appuyez sur le micro, voilà. Merci pour cet exposé très poétique, mathématique. Donc, j'aurais une question simple, je veux dire,
Est-ce que vous pouvez développer comment vous avez étendu la formule de Hasselwein? Ah oui, absolument. Oui, oui, alors ça, je vais expliquer parce que Soulet avait défini donc une fonction zeta dans la sillage de Manine en prenant une limite quand Q tend vers 1 d'une somme qui est la somme qui apparaît dans la formule de Hasselwein. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans la formule de Hasselwein, on a une somme et on a des puissances de Q, etc. Et puis, on regarde la fonction de dénombrement. Donc, Soulet avait étendu ça comme une limite quand Q tend vers 1. Alors, la première chose qu'on a faite avec Katia Consani, on s'est aperçu que cette limite quand Q tend vers 1, en fait, si on regardait non pas la fonction de zeta, mais sa dérivée logarithmique, parce que le problème qu'avait Soulet, c'était qu'il était obligé de corriger par un facteur d'une puissance de Q-1 parce que avec un exposant qui était la caractéristique de l'air. On sait très bien que pour la fonction de zeta, la caractéristique de l'air va être égale à moins l'infini. Donc ça ne marchait pas. Mais par contre, quand on regarde la dérivée logarithmique de la fonction de zeta, à ce moment-là, on obtient une formule en utilisant Soulet, qui est une limite quand Q tend vers 1, et on s'est aperçu avec Katia Consani que cette limite quand Q tend vers 1, c'était simplement une limite de somme de Riemann d'une intégrale. Donc on a remplacé la formule de Soulet, qui était une limite, par une intégrale. Ça, c'est beaucoup mieux déjà. Bon. Alors après, on a posé le problème inverse, c'est-à-dire on a pris la fonction de zeta de Riemann avec son terme à l'infini, le terme archimédien, et on s'est dit, est-ce qu'il existe une fonction de comptage qui va compter le nombre de points, etc., telle qu'on obtienne la fonction de zeta de Riemann. Alors, ce qu'on a démontré, c'est que ce n'est pas une fonction, c'est une distribution au sens de Schwartz. Et pourquoi ça ne pouvait pas être une fonction? La raison pour laquelle ça ne pouvait pas être une fonction, c'est qu'on sait que cette distribution, elle doit être positive. Mais on sait aussi que sa valeur en 1 doit valoir moins l'infini. Donc ça paraît complètement absurde. On se dit, comment est-ce qu'on peut avoir une fonction qui soit positive, mais qui ait la valeur moins l'infini en point 1, puisque ça, c'est la caractéristique de l'air. Alors, l'explication, en fait, elle vient de la formule qui donne cette distribution comme dérivée d'une fonction. Cette fonction, elle est croissante, donc la distribution est positive, mais elle prend la valeur moins l'infini quand on s'approche de 1, alors que la valeur de la distribution au point 1 est finie. Et donc, tout s'arrange. Alors, quand on utilise cette distribution, ça donne le bon résultat. Mais ce qui nous a convaincus, c'est qu'en fait, cette distribution, elle apparaît lorsqu'on regarde les points fixes du groupe de changement d'échelle dans le topos dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que ce topos donne vraiment, si vous voulez, un espace géométrique qui supporte les formules de Riemann-Weil, etc., etc. Et pendant longtemps, on a cru que ce topos, que cet espace, c'était le spectre des entiers. Non. C'est l'espace qui joue le rôle de la théorie du corps de classe pour les schémas. Et ça, c'est formidable. C'est un changement d'optique, vous voyez. Donc, en fait, une des choses les plus importantes en mathématiques, c'est d'être sûr de rien. C'est-à-dire d'être capable de changer de point de vue quand vous recevez une information différente de celle que vous croyez toujours. C'est ce que dit Grothendieck quand il dit, je ne me souviens pas des paroles exactes, quand il dit craindre l'erreur et craindre la vérité sont une seule et même chose. Et ce qu'il explique précisément, c'est que quand on craint de se tromper, quand on craint l'erreur, on reste figé dans les croyances auxquelles on a été habitué et qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent de trouver du nouveau. Et une dernière chose que je voudrais rajouter, c'est une chose très importante au niveau de de la biologie. Mais bon. Vous savez, quand on croit que le mathématicien, il est là et on dit, il a besoin que d'une feuille de papier et d'un crayon. Je m'inscris en faux contre ça. Pourquoi? Je prétends que le mathématicien, s'il a une feuille de papier, qu'il écrit sur cette feuille de papier, puis qu'il la laisse traîner, n'a rien fait. La difficulté de faire des mathématiques, c'est d'écrire dans son cerveau. Et ça, c'est infiniment plus difficile que d'écrire sur une feuille de papier. C'est infiniment plus difficile, parce que pour écrire dans son cerveau, il faut prendre un problème et il faut sécher sur le problème. Il faut avoir l'air idiot. Il ne faut pas avoir peur du tout d'avoir l'air idiot.
pendant des heures. C'est à ce prix-là qu'on écrit dans le cerveau. Et quand vous avez écrit dans votre cerveau, vous avez ce qu'on appelle une image mentale de l'objet que vous considérez. Et là, vous pouvez commencer à le manipuler, etc. Vous n'avez pas besoin d'une feuille de papier et d'un crayon. J'aimerais poser une question, justement, comment un mathématicien trouve le sujet sur lequel il va chercher? Par exemple, pour les travaux que tu nous as présentés, comment était venue l'idée de travailler là-dessus? Ah, c'est une excellente question, parce que jamais un mathématicien n'aurait l'idée de travailler sur un problème très difficile, sachant que c'était un peu signer sa perte. D'accord? Donc, comment est-ce qu'un mathématicien va travailler là-dessus? Dans mon cas, je peux simplement vous raconter de ce qui s'est passé dans mon cas. Dans mon cas, j'avais écrit avec Jean-Benoît Bost un article dans le début des années 90, dans lequel apparaissait la fonction de zeta de Riemann un peu de manière inopinée. Elle apparaissait comme dans ce que les physiciens appellent une fonction de partition, dans un système qui avait une transition de phase avec brisure spontanée de symétrie. Et donc, après avoir trouvé ce système, j'avais été invité à Seattle en 1996 pour le 100e anniversaire du théorème des nombres premiers. Donc j'y suis allé, j'étais un peu surpris d'être invité, j'étais content d'être invité, donc j'y suis allé, j'ai fait mon exposé. Et après mon exposé, Zellberg est venu me voir, il m'a dit « It is unclear that what you are doing will be related to the zeros of zeta ». Bon, pourquoi pas, bien sûr, je veux dire, il faut être réaliste. Donc quand je suis rentré, j'ai décidé de ne pas me décaler horaire. C'est-à-dire j'ai gardé l'horaire de Seattle pendant une semaine. Je n'ai rien fait. À l'époque, je n'avais pas d'email, donc je ne regardais pas d'email. Je n'avais aucune distraction. La seule distraction que j'avais, c'était de lire un livre que les gens connaissent sans doute, qui s'appelle The Right Stuff, qui est le livre sur l'histoire d'Apollo 13. Donc je lisais ce livre et puis je rêvassais. Et au bout d'une semaine, je me suis dit, merde, voilà comment les formules explicites de Weil apparaissent à partir du système que j'avais trouvé avec Jean-Benoît Bost. Donc j'étais à mon bureau, avant j'étais couché la plupart du temps, donc j'étais à mon bureau et puis j'ai vérifié effectivement que les formules telles que Weil les avait écrites, qui c'est magnifique, apparaissaient vraiment telles que, si on prenait le système que j'avais écrit avec Jean-Benoît Bost et qu'on regardait l'espace non commutatif correspondant, qui est l'espace dont je parle, l'espace exclu. Puis après, je me suis dit, ah, d'accord, c'est bien d'avoir les formules de Riemann-Weil, mais et les zéros de zeta? Et là, je me suis aperçu presque tout de suite qu'en fait, les zéros de zeta apparaissaient, mais de manière extrêmement bizarre. Ils apparaissaient comme un spectre d'absorption. Et ça résolvait le problème du signe moins sur lequel les gens ont buté pour avoir la réalisation spectrale, parce que dans toutes les formules, les zéros de zeta apparaissent avec un signe moins qu'on comprend très bien lorsqu'on pense en termes de caractéristiques de l'air. Mais là, ça apparaissait comme un spectre d'absorption. Et alors, donc depuis, si vous voulez, j'ai pas pu m'empêcher de travailler de temps en temps sur ce problème-là. Et une des choses très importantes sur les spectres d'absorption, vous savez que les spectres d'absorption, le premier sans doute, c'est le spectre du sodium qu'on a aperçu à partir de Newton, quand on décompose la lumière du soleil par un prisme. Et puis ensuite, Fraunhofer a trouvé 500 raies environ. Et parmi ces raies, si vous voulez, il y en avait, dans le spectre d'absorption, il y en avait un tas qu'on pouvait retrouver sur Terre comme un spectre d'émission, comme le sodium, comme 36 choses. Par contre, il y avait des raies spectrales qui ne correspondaient à aucun corps chimique sur Terre. Très embêtant. Alors, qu'ont fait les physiciens? Ils lui ont donné un nom. En l'honneur du Soleil, ils l'ont appelé l'hélium. Et alors, c'était très embêtant, bien sûr. Sauf qu'il y a eu, à la fin du 19e siècle, une éruption du Vésuve. Et quand on a fait l'analyse spectrale de la lave qui sortait du Vésuve, on a trouvé l'hélium. Et bien sûr, l'hélium, maintenant, on l'utilise tout le temps. Alors, si vous voulez, une des stratégies qu'on utilise et qui avance par rapport à zeta, c'est l'idée de transformer le spectre d'absorption que j'avais trouvé en un spectre d'émission.
Et récemment, on a trouvé, avec mon collaborateur Henri Moscovici, on a trouvé le lien avec ce qu'on appelle l'opérateur sphéroïdal prolate, qui est un opérateur connu, je veux dire, en analyse, et dont le spectre reproduit de manière très voisine les zéros de zeta. Donc voilà où on en est. Jamais personne n'aurait l'idée de dire je vais m'attaquer à zeta, ce serait ridicule. Donc il faut un concours de circonstances, il faut une espèce de, comment dire, de coïncidence. Mais la coïncidence ne suffit pas. Il faut la reconnaître et la suivre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Appuyez sur le... Oui, je voulais vous demander si l'informatique et l'intelligence artificielle allaient modifier complètement la recherche en mathématiques et peser sur l'imagination. Bon, alors c'est une question évidemment brûlante dont je ne voulais pas parler. Bon, mais vous m'obligez. Voyez ce qui est caractéristique pour le moment, qui échappe à l'intelligence artificielle. C'est la possibilité qu'ont les mathématiciens de créer un concept à partir de myriades de cas particuliers. Prenons l'exemple des topos de Grothendieck. Vous voyez, on arrive à créer un concept de manière précise à partir de myriades de cas, et on arrive à trouver le formalisme qu'il faut pour créer ce concept. Et là, je parle vraiment de créer ce concept. Et pour le moment, l'intelligence artificielle, je l'utilise bien sûr. Quand je dois écrire une lettre de recommandation, j'utilise ChatGPT. Bon. Donc c'est très pratique. Pour le moment, je n'y vois qu'une extraordinaire secrétaire d'efficacité. C'est ça que j'y vois. Et j'y vois surtout, si vous voulez, quelqu'un qui est capable, ou quelqu'une qui est capable d'aller chercher dans la littérature toutes sortes de choses que moi, jamais je n'arriverai à... Donc ça va aider terriblement. J'utilise énormément Mathematica pour l'ordinateur pour faire des calculs, donc je ne peux pas dire, je néglige pas ça. Mais je pense que pour l'instant, il y a encore quelque chose qui est totalement inaccessible à l'intelligence artificielle, et c'est ce qui permet, si vous voulez, de zipper toutes ces connaissances en la création d'un concept. Et ça c'est fabuleux. Ça c'est fabuleux, je veux dire. On le voit chez Galois, on le voit dans tous ces exemples-là, c'est quelque chose. Et bon, alors je ne sais pas comment ça va évoluer. Si ça évolue, il n'est pas impossible qu'on arrive avec, je ne sais pas quelle idée, à cela. Mais pour le moment, je pense que le cerveau humain a des petits avantages. Encore. Une question là-bas? Oui, merci beaucoup. Moi, il me semble que l'une des créations les plus extraordinaires de l'imagination mathématique, c'est la découverte par Cantor du fait qu'il y a une infinité d'infinis, que ça ne s'arrête jamais, qu'on n'arrive pas à décrire vraiment la suite des ordinaux et des cardinaux. Oui, non, très bien, je vous arrête. Je vous arrête parce que malheureusement, c'est pas du tout l'opinion qu'on a en tant que mathématicien. En tant que mathématicien, la théorie des ensembles est une théorie rasoir. Je suis désolé de le dire, parce qu'elle est d'une certaine manière, elle est trop simple. Et on la remplace en mathématiques par la théorie des catégories, qui, elle, n'est pas du tout rasoir. Et ça, c'est une évolution très importante. Bon, je veux dire, les cardinaux, je m'excuse, c'est magnifique, bien sûr. Hein. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à quelqu'un la théorie des ensembles, il faut simplement lui poser la question. Démontre-moi qu'il n'y a pas de manière d'épuiser les nombres réels en donnant le premier, le deuxième, le troisième, etc. D'accord? Si vous posez cette question à quelqu'un, et s'il essaye d'y réfléchir, il aura compris la théorie des ensembles. D'accord? Il ne faut pas lui dire un ensemble, c'est machin, etc. Non. Alors, si vous voulez, je vous donne la démonstration. Il y a 36 démonstrations, et 36 démonstrations dont chacune fait appel à une propriété différente des nombres réels. Moi, la démonstration que je préfère de loin, c'est la suivante. Ça consiste... ok, quelqu'un vous dit, d'accord, j'ai épelé tous les nombres réels. Il nous donne le premier, le deuxième, etc. Alors moi, je lui dis, eh bien, autour du premier, tu mets un intervalle de longueur 1,5. Autour du deuxième, tu mets un intervalle de longueur 1/4. Autour du troisième, tu mets un intervalle de longueur
un huitième, etc. Ben, je suis désolé, mais tu n'auras pas rempli plus que 1. Or, la droite, elle est infinie, donc ça ne marche pas. Une autre démonstration, c'est la démonstration de... On a un mathématicien français qui s'appelait René Baire, et qui était un mathématicien formidable. Or, René Baire a démontré que si on prend une intersection dénombrable d'ouverts denses, c'est encore dense, si vous voulez. Donc, chaque fois que vous enlevez un point, le complémentaire, c'est un ouvert dense. Donc, ça vous dit que, en fait, vous aurez pu aussi essayer d'épeler avec des, comment dire, avec des fermés d'intérieur vide. Vous n'y arriverez jamais. Ça, c'est formidable. Et enfin, il y a bien sûr la démonstration bien connue du paradoxe, etc., que je ne vais pas vous imposer. Donc on va prendre une dernière question, Jean-Pierre Bourguignon. Oui, dans les exemples que tu as donnés, qui sont presque toujours dans le contexte algébrique, il y a toujours de la géométrie sous-jacente. Oui. Et comme tu sais, quand Lobachevsky a introduit la géométrie qu'on appelle aujourd'hui hyperbolique, oui, il l'a appelée géométrie imaginaire. Oui. Et c'est aussi lié à des nombres négatifs, mais d'une autre façon. Bien sûr. Comment tu incorpores ça dans ta réflexion? Bah, si tu veux, j'incorpore ça. Bien sûr, ça joue un rôle absolument fondamental, puisque, surtout par Riemann, c'est-à-dire, bon, Lobachevsky, etc., les gens ont lentement quitté le formalisme purement euclidien pour admettre d'autres géométries, mais surtout grâce à Riemann et au fait que la courbure peut être variable, etc. Donc c'est ça la vraie transition. C'est pas tellement Lobachevsky, c'est plus Riemann. Et bien sûr, après Einstein, etc. D'accord. Je m'excuse aussi dans mon titre, je vais parler de l'espace-temps, mais ce serait vraiment un autre exposé. Quand j'ai préparé, je me suis aperçu que... Okay, ben merci beaucoup, nous remercions encore Alain.